Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président. Heureux de vous accueillir à l'Écomusée. Je n'ai pas vu tout le monde, bonjour Laurent. Heureux de vous accueillir à l'Écomusée. Je pense que la vocation de l'Écomusée, justement, c'est de créer un lieu d'échange et de débat et ces conférences-là. La chasse a tout à fait sa place ici pour échanger, pour discuter. Beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés dans ces conférences ici à l'Écomusée, mais qui doivent avoir pour un angle vraiment sociologique et anthropologique. C'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur. Le thème de la chasse ce soir, pour moi, est un thème important aussi de le remettre ici à l'Écomusée, parce que on pourrait penser que la chasse est en opposition, et bien au contraire, pour vous avoir rencontré, Monsieur le Président, je pense que vous êtes totalement dans une dynamique de protection et pas forcément seulement de ce on a pu échanger sur certaines pratiques ou certains mauvais usages de la chasse, et c'est vraiment important de le remettre au centre. Mais je pense que voilà, ici on travaille beaucoup aussi avec, alors je ne vois pas s'il y a M. Dunogues qui est présent, mais qui est aussi un acteur qui s'implique énormément à l'Écomusée pour des animations. Et je te remercie, Yves, de ton implication au niveau de l'Écomusée et de toutes les animations qu'il y a. Et il n'y a pas de paradoxe, en fait, entre la place de la chasse et l'Écomusée. Dans notre charte, on a une priorité politique qui est la conscience de territoire. Je pense que c'est important de le rappeler. La mesure 67, c'est d'affirmer le rôle des pratiques traditionnelles et de la culture gasconne dans l'animation du territoire. Dans une action aux côtés de la langue occitane de Gascogne et de la musique, la gastronomie gasconne est de reconnaître la place de la chasse des chasses anciennes dans la culture gasconne. Donc on est vraiment ce soir dans ce thème-là. Et voilà, et on continue et on va conventionner aussi avec la Fédération des Landes, comme on le fait déjà avec la Gironde, pour un travail en commun. Donc bienvenue à tous. Je ne vais pas être long parce que le plus important, je pense que ça va être ce qui va vous être restitué. En tout cas, merci à tous et bienvenue à l'Écomusée. Et puis j'espère qu'on aura d'autres moments et d'autres partages aussi avec la Fédération. Je pense qu'on essaie de la mettre en avant à chaque fois qu'on le peut, mais il y a ce besoin aussi de reconnaissance, de travail en commun qu'on doit accentuer, parce que je pense que même si on a un vice-président au parc qui est très attaché à ces valeurs-là, et qui porte la bonne parole aussi, mais on essaie de séparer les deux. Mais il faut qu'on continue à travailler ensemble. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et merci surtout pour l'invitation. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Léa Filiu, je suis en train de terminer la rédaction de ma thèse de doctorat en ethnologie sous la direction de Charles Stepanov, et je travaille depuis maintenant bientôt 2 ans dans les Landes sur les chasses traditionnelles. Alors, on m'a demandé de faire un petit exposé de 45 minutes sur l'histoire des chasses traditionnelles. Alors c'est un sujet qui est très vaste, assez complexe, et ça se justifie aussi parce que je fais une thèse de doctorat en ethnologie, mais j'ai une formation d'historienne à la base, ce qui fait que je trouvais un peu dommage de ne pas utiliser aussi cette formation. Donc je suis aussi allée voir dans les archives préfectorales notamment, à Mont-de-Marsan, pour voir ce que racontaient un petit peu les archives du préfet. Donc c'est un petit peu la base sur laquelle je travaille. Mais j'ai préféré en fait vous donner un aperçu qui soit un peu plus riche que simplement une longue litanie de dates, des choses comme ça. Donc essayer de rendre ça vivant, parce que ce sont des chasses, il y en a certaines dont je vais vous parler, elles ne se pratiquent plus, ou quasiment plus. Mais je voulais rendre ça vivant. Et donc on va commencer tout de suite avec cette image que vous voyez à l'écran. Je vois que certains ont été amusés, ont regardé cette drôle de personnage qui nous regarde. En fait, c'est une image qui est allemande, qui date des années 1730-1735, d'un certain Martin Engelbrecht, donc, qui vient du centre de l'Allemagne actuelle, de la région d'Augsbourg, et il publie un livre qui est en fait
un livre illustré de toutes les professions de l'époque. Et donc il y a une double page avec l'oiseleur ou l'attrapeur d'oiseaux que vous avez à l'écran, et puis il y a son double féminin, l'oiseleuse, ou l'attrapeuse d'oiseaux. Si vous êtes sage, vous la verrez à la fin. Voilà. Alors j'aime bien cette image parce qu'en fait elle résume, c'est une sorte de synthèse visuelle des chasses sans armes à feu, qu'on appelait les chasses aux engins en fait au départ. Je reviendrai sur chasse traditionnelle comme appellation juste après. Et donc là vous avez un petit peu la synthèse. Alors si on décrit vraiment de manière appliquée les choses, il faut distinguer deux types d'éléments qui sont représentés. On a à la fois des pièges et des leurres. Et il faut vraiment distinguer les deux. Parce qu'un piège, si on prend une définition très naïve, c'est une cage qui voudrait se refermer. Mais la cage, elle ne se referme pas toute seule. Pour ça, il faut qu'il y ait un leurre qui fonctionne. Et quelque part, le piège, c'est simplement un moyen de capture qui est mécanique, mais qui ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un leurre qui, lui, a un fonctionnement relationnel. C'est-à-dire qu'il piège une relation avec ce que l'on veut prendre au piège. Puisque le leurre, ça a pour but de tromper finalement celui ou ceux que l'on cherche à capturer. Donc là, vous avez les deux en fait. Vous avez à la fois des pièges, par exemple l'amatole, qui à l'époque était appelé trappe, qu'il a au sommet de son chapeau, le monsieur. Voilà. Vous avez aussi le filet qui part de son couvre-chef et qui va derrière lui. Alors on pourrait croire qu'il se trappe dedans en fait. Non, a priori, il va plutôt capturer les oiseaux avec. Et puis vous avez dans son dos les vergettes gluées. Donc ce sont les bouts de bois qu'on engluait pour capturer des oiseaux, surtout dans le sud-est de la France, mais c'est une pratique, c'est peut-être la plus ancienne pratique de chasse aux engins dont on ait connaissance. Et puis vous avez des leurres. Donc l'amatole qu'il a sur la tête marche avec l'appelant qu'il a dans sa main droite. L'appelant est l'oiseau apprivoisé dont on utilise le chant pour que des oiseaux en migration soient attirés par lui. Et vous avez l'apeau qui, lui, est silencieux. On utilise plutôt son mouvement pour attirer les autres oiseaux. Et on l'appelait aussi d'ailleurs le mouvant avant, pour finalement souligner que c'était bien le mouvement qui nous intéressait chez cet oiseau. Donc là, il a un apeau d'alouette dans le dos. Et anciennement, très anciennement, disons début du XXe siècle, on l'appelait encore le sambé, S-A-M-B-E, et il était en fait au bout d'une baguette avec une ficelle, et cette baguette s'appelait la sambéière. Et pourquoi je vous précise ça, c'est parce que j'en reparlerai un peu plus tard. Et vous avez aussi une chouette. Alors ça, peut-être que vous ne connaissez pas, une chouette était très utilisée pour les chasses aux engins, dans un mode de chasse qui a disparu aujourd'hui, qui est la chasse à la pipée. Donc en fait, la chouette est un animal nocturne, c'est un rapace, et quand on la sort de jour, elle est aveuglée. Et en fait, il se trouve que les oiseaux diurnes ont tendance à vouloir attaquer la chouette, et il y a un retournement de situation absolument phénoménal parce qu'ils ne sont pas censés se rencontrer, les oiseaux diurnes ne sont pas censés rencontrer la chouette. Quand ils voient la chouette, ils l'attaquent, et en fait, ils se font prendre au piège eux-mêmes. Donc il y a une sorte de retournement de situation à ce moment-là. Et vous avez aussi un autre leurre qui n'est pas du tout, anodin, c'est évidemment les petites branches de résineux qu'il a dans son dos et puis sur sa tête et qui font écho au biotope qu'il a derrière lui. Il est en fait en bordure de forêt de résineux, mais il ne chasse pas en forêt. Vous soulignez la différence, il est vraiment en lisière de forêt et ça c'est important aussi. Et à l'époque, effectivement, c'est une profession, donc le chapelet d'oiseaux, alors là, probablement des grives, vu le dessin, qui était présenté comme ça jusque dans les années 1960, on présentait comme ça les grives à la vente, ou les oiseaux en plumes à la vente chez les giboyeurs, chez les oiseliers. Donc on est vraiment dans une image assez complexe. Pourquoi une profession, ça peut paraître un peu étrange. C'était une profession effectivement également en France, réglementée depuis le XVe siècle au moins. Ils avaient privilège du roi. Alors c'était pas véritablement une corporation de métier, c'était plutôt un métier avec un certain privilège. Ils pouvaient vendre leurs oiseaux au palais royal. Et en échange, ils devaient fournir 400 oiseaux au sacre du roi qui étaient libérés. Il y avait des libérations d'oiseaux à Reims, pour le sacre notamment de Louis XIV, en 1654, et puis de Louis XV ensuite en 1723,
C'était une manière d'apporter la fortune sur la nouvelle monarchie. Donc une profession qui était effectivement réglementée. Alors, je vous ai déjà dit que je préférais parler des chasses aux engins. Pourquoi? Alors déjà, la chasse traditionnelle comme catégorie, c'est une catégorie juridique qui a été créée en 1988 par le droit français pour essayer de faire rentrer des chasses qui ne faisaient pas partie des chasses officielles, des modes de chasse officiels, que sont la chasse à courre, la chasse à tir et la chasse au vol, donc la fauconnerie. Et on était dans une sorte de vide juridique pour essayer de combler ce vide. On a créé cette appellation qui en fait pose plus de problèmes qu'il n'en règle, pour différentes raisons, notamment des problèmes d'interprétation. Et il y a aussi cette utilisation du mot tradition qui est un petit peu maladroit dans le sens où personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc je préfère parler de chasse aux engins parce que comme vous le voyez derrière moi, dès le XVIIIe siècle, en fait, Fortin de Grandmont, donc l'abbé Fortin de Grandmont, qui est un grand oiseleur qui a écrit un traité d'oiselage, indique que les paysans appellent les filets des engins. Donc on a un mot qui est ancien, qui est d'utilisation vernaculaire, qui vient vraiment des gens du peuple, et qui est descriptif, ça décrit simplement une technique. Donc je préfère personnellement cette appellation, parce qu'elle me paraît plus neutre. Alors, concrètement, moi, mon travail porte sur 3 grands types de chasse, on va dire, aux engins, dont certains sont interdits, notamment la chasse à l'ortolan, que vous voyez là. La chasse à l'ortolan, donc en haut à gauche, qui a une parenté avec la chasse au pinson, que vous voyez en bas. Donc dans les deux cas, on est dans des biotopes assez diversifiés, une sorte de mosaïque végétale. Dans le cas du pinson, c'est très manifeste parce que ce que vous voyez là, ce sont des images d'archives privées qu'on m'a données. Vous voyez qu'en fait, ce sont des espaces qui ont été vraiment jardinés exprès, ce sont des jardins de chasse en fait. Et la personne a planté des tournesols. Et en face, vous avez, peut-être que si vous êtes connaisseur, vous reconnaissez, vous avez du cannabis. Mais c'est pas du cannabis pour fumer, c'est pas cannabis indica, c'est cannabis sativa, c'est du cannabis textile, qui en fait est une production landaise traditionnelle, puisque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça faisait partie des filières productives majeures des Landes. Et il y a aussi la plantation, ce que la personne m'a décrit comme étant de l'areusigle, alors je pense que c'est du gascon. Il m'a décrit ça comme étant du haricot à cos sauvage, mais je n'ai pas réussi à remettre un terme botanique sur ce terme. Donc si quelqu'un sait dans la salle ce que c'est que l'areusigle exactement en termes botaniques, je suis preneuse. Donc vous avez effectivement des biotopes qui sont recréés pour plaire ici au pinson. Et en fait, on a le même principe avec l'ortolan, en haut à gauche, qui effectivement, si on grossit un petit peu, qui est pris à la matole. Là, je vous ai mis une petite image un peu plus nette que sur le chapeau du monsieur, mais surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est que vous êtes aussi sur une mosaïque, dans le sens où, sur cette image, on voit très bien qu'on a un jeu sur les hauteurs. Il y a au moins 6 hauteurs différentes pour jouer avec l'oiseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ortolan migre à peu près au mois d'août, septembre, et c'est un animal qui va chercher à s'engraisser pour pouvoir migrer, prendre un peu de nourriture. Donc il va glaner de temps en temps sur son chemin migratoire, et c'est un oiseau de très petite taille, à peu près, peut-être que les gens me contrediront ici dans la salle, qui connaissent mieux, mais à peu près 20 grammes quand il est maigre. Et il déteste en fait du coup aller en forêt, il ne se sent pas à son aise, il préfère les terrains sol nu ou alors faiblement arborés pour pouvoir se poster et chanter. Donc ça, finalement, la chasse l'utilise ici, vous le voyez bien, puisqu'au fond vous avez une pinède, ensuite devant la pinède vous avez un champ de maïs qui n'est pas encore récolté, c'est normal, on est vers le mois d'août, le mois de septembre à peu près. Et ensuite on est sur un pâturage en herbe non pâturé, donc avec des herbes hautes, donc trop hautes encore pour l'ortolan. Et ensuite, magnifique pour un ortolan qui passe et qui cherche à glaner, c'est splendide, il a un sol nu devant lui là. Donc il va venir là, et puis il va venir se poster sur les branches qui sont là, qui sont en fait des vrais faux perchoirs, c'est-à-dire les branchius.
Ça a été mis exprès, là, on dirait pas comme ça, mais en fait, si, ça a été fait exprès. Donc l'oiseau va pouvoir venir se percher, observer autour, éventuellement chanter, et puis, au fond, vous voyez qu'il y a des cages d'aplomb qui sont, alors là, elles sont alignées, mais parfois, elles sont à des hauteurs différentes elles-mêmes, qui vont chanter, qui vont appeler l'oiseau à venir se rapprocher du sol. Et si vous faites vraiment attention, vous avez aussi 3 souches qui ont été mises exprès. Alors là, elles ne sont pas utilisées, mais parfois on met des aplomb aussi sur ces souches-là, un peu plus hautes, et puis en bas on met des matolles. Et les matolles, donc vous le voyez, là sur le dessin, on voit des petites graines. Alors en fait, on a graines avec du millet. Le millet, c'est ça là, en haut à droite, hein, si vous en avez déjà vu. Du millet qui s'appelait le panis aussi en gascon. On met aussi parfois de l'avoine ou de la piste qui va venir attirer l'oiseau. Et donc, en fait, en mettant ses pattes sur le petit fil, il va faire tomber le trébuchet et donc la cage va se refermer. Et quel que soit le mode de chasse dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est létal, et aucun piège qui est létal. Là, l'oiseau reste vivant, juste emprisonné sous sa cage. Sur la chasse à l'alouette, on a à peu près le même principe de dissimulation et d'utilisation du biotope, puisque en fait on est sur un chaume, donc un champ qui vient d'être récolté. Et là, la dissimulation, c'est très très net, puisque je pense qu'on a du mal à distinguer. On a 2 paires de pentes, de chaque côté du champ, et il y a des petites... des filins en fait qui vont jusqu'à la cabane que vous voyez là, qui est grossièrement, alors là elle n'est pas spécialement invisible, hein, mais on met quand même des tiges de maïs pour essayer de la cacher. Et là pour le coup on va manier le sambé, donc la peau d'alouette, et on va siffler, alors il n'y a pas d'appelant, on va siffler avec un instrument. Donc on va imiter l'alouette. Et donc effectivement les pentes vont venir se refermer sur les oiseaux qui restent vivants. Même principe pour la palombe aux pentes. Donc cette fois-ci, on est en milieu boisé, sous pinette ou sous forêt mixte chênais. Et même principe que pour la chasse à l'alouette, d'ailleurs, pas très souvent, les filets qui sont utilisés pour la palombe étaient d'anciens filets à l'alouette. Et là, les appos, effectivement, sont muets aussi, hein, c'est vraiment des appos, on n'utilise pas leur chant. En revanche, on va imiter sans instrument. Alors que pour l'alouette, on utilise un instrument, et d'ailleurs, chiouler veut dire le siffleur. Du mot gascon chilette, le sifflet. Et là, le monsieur n'est pas en train de lui faire du mal, il est en train de nourrir ses appos, hein, tout simplement, pour préciser. Donc, il ne croque pas le cou ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le principe de la chasse à la palombe aux pentes. Mais je m'intéresse aussi à la chasse à la palombe au fusil, parce qu'en fait, on a un certain nombre de contiguïtés. Souvent, les gens passent du filet au fusil, ou du fusil au filet, ou pratiquent les deux en même temps. Et puis, il y a aussi une petite rivalité sur la question de la tradition. Il y a certains chasseurs au fusil qui se réclament de la tradition des chasses traditionnelles, alors même que la chasse au fusil ne fait pas partie des chasses traditionnelles. Quoi qu'il en soit, on retrouve le même principe de dissimulation avec des appos. Simplement, on n'a plus d'engin et là, on est face à un mode de chasse qui est létal, puisqu'on va tirer sur l'oiseau pour le tuer directement. Et je vous ai mis cette image-là parce qu'on voit assez bien, enfin on est en hiver, c'est pas monté, mais on voit assez bien qu'on a donc des supports sur lesquels sont mis les appos. Et on a à nouveau un jeu sur les hauteurs, mais au niveau des cimes. C'est comme si on avait exporté, on avait transvasé l'horizon à la hauteur des arbres. Donc voilà les choses auxquelles je m'intéresse personnellement. Alors, est-ce que c'est ancien ou pas? C'est toujours la grande question. Alors en fait, les premières recensions de chasse traditionnelle qu'on a datent du 1er siècle après Jésus-Christ, donc de notre ère, et c'est essentiellement des gluaux. Là, vous avez une illustration. On a des illustrations dès l'Antiquité, vous en verrez un peu plus tard. On en a à la fois dans le monde gréco-latin et en même temps dans le monde arabo-byzantin, qui était très féru de bec-figue, qui est une catégorie assez vaste, mais grosso modo, ce sont plutôt des passereaux. L'ortolan pouvait être désigné comme bec-figue, par exemple. Et donc, vous avez effectivement une culture de ces chasses aux engins sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Ici, vous avez une reprise d'une illustration d'une fable de Phèdre, donc antique, sur un manuscrit médiéval.
Et Oppien, qui est un auteur grec du IIIe siècle après Jésus-Christ, écrit un ouvrage qui s'appelle Les Cynégétiques, dans lequel il considère qu'il y a 3 qualités essentielles pour le chasseur, soit la vitesse pour la chasse de poursuite, la force pour le corps à corps et la ruse, qui pour lui est la qualité première de l'oiseleur. Et là, on le voit aussi sur cette image, puisqu'en fait, vous avez un petit bonhomme qui est assis sur un monticule. Alors, on peut penser que c'est une souche, ou en tout cas, c'est végétal, parce qu'il y a des petites, je sais pas, comme des écailles, vous voyez. Il est camouflé puisqu'il porte une capuche. Il n'est pas en train de fumer la cigarette, il est en train de siffler, avec un sifflet. Et alors là, il y a une interprétation. Alors, cette image, vous la voyez dans un article de l'antiquisant Vandrias, Christophe Vandrias. Lui, il considère qu'en fait, c'est un apo, c'est pas un apo, pardon, il est en train de manipuler un gluot, parce qu'à l'époque, le gluot, c'était pas, on n'engluait pas la branche, on engluait l'oiseau directement, c'est-à-dire que c'était un gluot mobile, un peu comme une canne à pêche, vous voyez, une canne à pêche, et puis on envoie de la glu sur l'oiseau directement. Alors que aujourd'hui, les gluots, qui sont aujourd'hui une technique interdite, on engluait directement la branche, donc c'était une autre technique. Lui, il considère que c'est ça, mais c'est vrai que quand on part du contexte landais, on a plutôt tendance à penser à un apo, c'est-à-dire à un oiseau qu'on manipule avec une ficelle et on cherche à lui imprimer un mouvement. Parce qu'effectivement, on a ce bout de bois avec une sorte de ficelle qui est accrochée à la patte droite de l'oiseau. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse moi, c'est de souligner, c'est que on a des oiseaux qui sont quand même très étranges. Je ne sais pas si vous faites un peu attention, mais l'oiseau, là-haut, on dirait qu'on ne sait pas trop s'il a une paire d'ailes, 2 paires d'ailes. Il est perché sur 2 autres oiseaux. Et surtout, l'oiseau de droite, il est quand même très étrange, parce qu'il n'y a pas de tête, en fait. Ou alors, il y a une tête, mais qui descend très fortement. Et on pourrait penser qu'en fait, il fait partie de l'arbre. Et je me demande en fait si c'est pas typique de ces images médiévales où en fait c'est pas des images réalistes, c'est des images qui racontent une histoire. C'est-à-dire finalement on a un monsieur, ça se lit de gauche à droite, on a un monsieur qui est en train ou une madame, enfin en tout cas un oiseleur, qui est en train de siffler, qui est en train d'agiter un appôt, il imite une sorte de troupeau d'oiseaux et il y a un oiseau qui vient aussi se prendre dans l'arbre quelque part. Il y a une sorte de jeu sur la métamorphose et l'oiseau est un animal qui de manière récurrente dans l'imagerie, dans la symbolique médiévale est un oiseau de métamorphose. Enfin, c'est un animal qui peut se métamorphoser, on le verra. Quoi qu'il en soit, on a des techniques donc, qui sont très diversifiées et la plupart n'existent pas ou plus ou sont oubliées. Mais il y a quand même des réminiscences. Et au bout de 13 mois de terrain, voici ce qu'on me montre. Alors ça, c'est cette année qu'on m'a montré ça. Alors c'est un aokuité. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ça, l'aokuité. Ça vient de aokuit, le rouge-gorge. Alors vous avez en fait un piège, c'est du sureau, le bois, et au milieu vous avez du sorbier des oiseleurs. Et je ne sais pas si ça se voit très bien, mais vous avez un collet qui est fait en fil de pêche. Normalement, ça devrait être en crâne cheval, enfin c'est le même principe. Le mot français, ce serait cédade. Il y en a certains peut-être qui ont entendu parler. Cédade. Enfin bon, quand cette personne me montre ça, je suis assez surprise. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait encore des gens qui sachent ce que c'est. Ça me rappelle en fait l'étendrie des Ardennes. C'est-à-dire, vous voyez sur l'image de gauche, le piège tout en haut à gauche, semi-ogival à fixation verticale en 2 points, oui, c'est pour dire quelque chose de simple en compliqué, mais voilà, type dominant chez les Ardennais du plateau. Donc c'est vraiment le piège qu'utilisaient les tendeurs dans les Ardennes, ou qu'utilisaient les tendeurs dans les Ardennes pour capturer des grives. Et puis dans Diderot et d'Alembert, vous avez aussi ce piège, vous voyez, on le met dans les haies, et c'est écrit « piège à prendre des jets ». C'est une espèce de collet qu'on appelle repenel. Alors vous voyez, on nage un peu dans le flou parce qu'on a des formes très très proches avec des noms différents pour différents types d'oiseaux. Ensuite, si on va un peu plus loin, Édouard Mérite, qui a fait la collection des pièges partout dans le monde, lui, il montre là sur cette planche, il appelle ça les pièges pince-pieds. C'est très imagé, ça pince les pieds, c'est un collet, enfin un lacet, pardon. Et donc le piège en haut à gauche, c'est un piège du Languedoc. Les 2 suivants sont des pièges landais.
Et les deux en bas sont des pièges provençaux. Et le troisième piège, donc, en partant du haut, donc le deuxième piège landais, il indique que ça s'appelle espérinque. Alors si quelqu'un dans la salle a déjà entendu parler espérinque, je veux bien aussi des renseignements. Voilà. En tout cas, on en retrouve aussi en Haute-Volta, donc en Afrique. Le numéro 793, cette fois-ci, c'est André Leroy-Durand qui recense les pièges. C'est pour attraper des pintades sauvages. Et le 794 pour attraper des passereaux au Japon. Et ici, pareil, Édouard Mérite, toujours la même collection de pièges. Les deux premiers sont gabonais. Et c'est pour capturer des oiseaux. Donc en fait, on a un même principe technique qu'on retrouve un peu partout dans le monde pour capturer des petits oiseaux. À peu près. En grosso modo, c'est à peu près ça l'utilisation. Mais c'est des pièges extrêmement proches. Et surtout, je retrouve la même chose dans les archives. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, le préfet, donc, pour vous donner une idée, sous l'Ancien Régime, la chasse est un privilège noble. Et les chasses de roturiers sont censées être interdites. L'ordonnance de Colbert de 1569, elle alourdit les peines contre les braconniers. Le problème, c'est que le roi, ce qui l'intéresse surtout, c'est le gibier noble. Et le gibier noble, c'est essentiellement le grand gibier. Le petit gibier de paysans, comme peuvent l'être les oiseaux migrateurs, c'est ce qu'appelle Muriel et Génimote un gibier de 3e classe. Finalement, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et même le pouvoir a plutôt intérêt à lâcher un peu du lest, parce que ça lui permet de limiter la famine dans les campagnes et d'éviter des révoltes politiques. Donc il a plutôt intérêt à fermer les yeux sur les petites chasses buissonnières, comme peuvent l'être les collets, les crins, etc. Et en fait, on retrouve la même chose au XIXe siècle, bien que, après la Révolution française, on a une abolition du droit de chasse, mais en réalité, le droit de chasse est lié de plus en plus au droit de propriété. Donc ça ne règle absolument pas le problème des chasses aux engins. Et surtout, en 1844, on est face à une loi qui est censée faire un petit peu le tri là-dedans. Mais en réalité, c'est pas très clair, parce qu'il y a un article dans la loi qui dit que les collets, les pièges, les lacets sont interdits, et un autre qui dit que, finalement, peut-être qu'il faudra que le préfet prenne des décisions. Bon, alors du coup, le préfet des Landes, notamment, est obligé de prendre des décisions, sauf qu'il ne sait pas du tout ce que c'est qu'une sédade, un truc comme ça. Et du coup, il est perdu. Et en fait, entre 1891 et 1902, il fait un énorme travail de recension, presque ethnographique, en fait, du monde travail. C'est-à-dire, il recense des pièges, il recense des espèces dans les termes vernaculaires. Et il y a même des maires qui lui écrivent. Donc là, à gauche, vous avez un extrait d'une lettre du maire de Souston, qui est écrit au préfet, parce qu'en fait, il ne sait pas trop si la sédade est autorisée. Alors, sédade est écrit avec un S. J'ai aussi vu sédas, avec un S, 2 S. Et puis, petit à petit, ça se stabilise en C-E-D-A, 2 S-E. Alors du coup, le préfet, il voit ça, alors lui, on lui fait un petit dessin. Au début, il dit oui, bien sûr. Après, 1902, il y a quand même eu la Convention de protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Donc il est un peu plus réticent. En tout cas, il demande toujours à l'inspecteur des forêts, des eaux et forêts, donc c'est l'ONF d'avant, hein. Il demande un peu, et en fait, au fur et à mesure du temps, on voit que les savoirs de l'administration s'affine. C'est-à-dire au départ, on ne sait pas trop, oui, ça capture, je ne sais plus ce qu'il raconte, il capture des bec-figues et autres oiseaux de vendange, c'est un peu vague. Et au fur et à mesure du temps, on voit que notamment l'inspecteur des forêts de Souston a compris quelque chose d'important, qui est que, oui, ce sont des pièges qui peuvent capturer plusieurs types d'espèces, mais en fait, ce qui fait vraiment que le piège est sélectif ou pas, c'est l'endroit où on le met et comment on le met. Parce que, notamment, le maire de Souston demande si on a le droit de mettre des sédades, donc des aoucuités, dans les barados, donc ces fossés de drainage, pour capturer des grives. Et en fait, l'inspecteur des forêts dit que dans les barados, on pourrait capturer essentiellement des mûriers. Voilà, il comprend que le piège est sélectif au regard du biotope, que c'est le biotope qui fait le leurre et qui fait l'efficacité du piège et son sélectivité.
Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis on voit aussi que ces savoirs-là, comme je vous le disais, il y a des recensions, des noms d'espèces, des espèces dont j'ai entendu parler moi-même, Koudik, Koudate, Koudik, Girette, etc. Cela dit, pourquoi vouloir absolument prendre connaissance de ces savoirs locaux-là? Parce qu'on aurait pu penser que le préfet impose les noms français d'espèces et disent que tel piège, on n'en a jamais entendu parler, circuler, il n'y a rien à voir. Alors pourquoi avoir fait ça? Mais en fait, c'est plus ou moins la même chose que sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'on négocie des rapports de force locaux dans le contexte de la républicanisation. Et l'idée, notamment en 1902, c'est par exemple de permettre aux chasseurs à l'ortolan de chasser l'ortolan à la batole avec des appelants, en échange de quoi ils voteront radical-socialiste. Donc en fait, on est vraiment déjà dans une logique, dans une logique similaire que sous l'Ancien Régime. Et c'est pas parce qu'il y a une loi qui est répressive qu'elle est forcément appliquée, en tout cas à cette échelle-là. Alors la Convention de 1902 dont je vous ai parlé, elle aurait dû aussi changer quelque chose, puisque c'était une convention qui était censée protéger tous les oiseaux insectivores. Donc il y en a quand même un paquet, hein, notamment l'alouette, elle est à la fois insectivore et carnivore. Il y a beaucoup de débats au XIXe siècle là-dessus. Et beaucoup de petits oiseaux sont insectivores. Et en réalité, les chasses dans les Landes y échappent grâce notamment au préfet qui considère que les chasses aux petits oiseaux sont une filière économique. Et ça, c'est tout à fait vrai. Jacques Lenné, qui est né en 1935, m'expliquait que lui, il a chassé l'alouette pour la vendre dans les années 60-70. Lui, il était gémeur et abatteur de pain. Et que, en fait, l'alouette leur permettait de faire la soudure hivernale. Il dit, on touchait au début d'octobre le peu d'argent qu'ils nous donnaient grâce à l'alouette, parce qu'au mois d'octobre, il n'y a plus rien, les maïs, ils étaient tout petits. En chassant l'alouette à cette époque-là, on pouvait se payer un cochon. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient se payer une jument, par exemple, ou une maison, enfin, payer le crédit de la maison, ou une voiture, plusieurs choses comme ça. Et c'est assez vrai. Alors, après, j'ai voulu savoir exactement combien, enfin, essayer de chiffrer un petit peu. C'est compliqué, évidemment. Alors, là, si vous voyez, en 1773, bizarrement, c'est plus cher d'avoir des alouettes que les années 60. Alors, 12 alouettes, ça équivaut à environ 16 €. Alors qu'à l'époque de Jacques, 12 alouettes vendues à un restaurateur, c'est l'équivalent d'1,77 €. Et s'il les vendait à l'adjudication, c'est-à-dire aux enchères de la commune, c'est à peu près 8,87 €. Mais il faut se souvenir le salaire de Jacques. Jacques, il gagne 1 € pour 285 litres de résine. Alors c'est un travail de forçat. Ce sont des salaires de misère. C'est pour ça, si on convertit le prix de 12 alouettes en litres de résine récoltée, c'est-à-dire travail pour travail, on voit que s'il capture 12 alouettes, ça lui économise de résiner 2500 litres de résine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la pauvreté que ça pouvait être d'être gémeur. Donc c'est bien sûr, il me dit lui-même qu'ils en ont capturé énormément, ils en ont envoyé énormément. Dans sa commune à lui, il pouvait y arriver des années où ils envoyaient jusqu'à 10 800 alouettes par jour à Marseille, par exemple. Et ce n'était pas la seule commune à en envoyer. Donc effectivement, il y a eu une vraie ponction sur les alouettes, bien que on pourrait aussi remarquer qu'on ne sait pas combien il y avait d'alouettes voilà, sur ces couloirs-là. Du moins, moi, je n'ai pas cette information. Peut-être des gens pourront m'aider à trouver cette information, et je ne peux pas le comparer de ce point de vue-là. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une vraie filière. Il y a 2 entreprises dans les Landes qui existent encore et qui ont un lien avec le commerce de petits oiseaux. C'est Labéry, qui a, alors pas seulement, mais aussi construit sa fortune entrepreneuriale sur la revente d'alouettes. Donc Labéry que vous allez peut-être manger à Noël, hein, parce qu'ils font du saumon fumé, du foie gras et ce genre de choses. Et puis pour les ortolans, il y a Lafite à Montaut, qui aussi existe toujours, hein, qui fait maintenant des produits plutôt haut de gamme, et qui lui était plutôt spécialisé dans l'ortolan. L'ortolan aussi très revendu, mais plutôt dans des filières un peu plus sélectives, voilà, un peu plus huppées de la capitale. Donc, malgré tout, encore aujourd'hui, on a une trace qu'ont laissé les petits oiseaux dans l'économie landaise, hein, puisque Labéry, c'est le 2e plus grand employeur des Landes aujourd'hui.
donc industriellement parlant. Hein. Donc il y a quand même une vraie importance encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, après la fin du commerce des petits oiseaux légalement, c'est-à-dire en 1976, on a un retour de l'autoconsommation qui n'a jamais disparu. Hein. Attention, c'est pas parce qu'on vendait les alouettes qu'on n'en gardait pas pour soi. Donc ça n'a jamais disparu, mais elle a été remise un peu en avant. Et ça, c'est des résultats de l'enquête par questionnaire que j'ai faite moi-même l'an dernier sur un panel représentatif de palomères. On voit que c'est écrasant. Les gens considèrent que c'est vraiment incontournable de consommer au moins une partie de ces frises, à 97,45%. Et on ne le fait pas n'importe comment, on le fait avec d'autres personnes, c'est-à-dire ça crée du lien social, et on le fait avec des gens qu'on connaît, soit la famille, soit, plus intéressant, des amis qui ne chassent pas. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs qui me disent qu'en fait, ils chassent aussi parce qu'il y a des amis qui ne chassent pas, qui leur commandent du gibier. Donc, il y a une alimentation comme ça, le gibier crée du lien social par-delà la chasse. Alors, pourquoi cette différence sur la palombe ? La palombe a une autre histoire que les chasses dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Jusqu'au 19e, voire 20e siècle, la chasse à la palombe populaire, c'est la chasse au fusil à l'affût. Et la chasse en palombière, c'est une chasse bourgeoise. Et ça, en fait, ça fait un petit moment qu'on le sait, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à gommer cette différence sociale dans les discours sur la tradition des chasses dans les Landes. Les palombières, Félix Arnaudin dit très simplement, il dit c'est la chasse patricienne par excellence, la chasse des hommes de loisirs. Et pour avoir une palombière, il faut avoir du foncier, il faut avoir du matériel. Parfois, il y a des gens même qui sont payés pour entretenir les palombières au XIXe siècle. Et donc, on est dans une toute autre logique que les chasses avec le fusil. Voilà, on fait un peu comme ça sur les champs, on agrène et on revend éventuellement. Mais voilà, on est dans une logique un peu la même que celle de l'alouette. C'est pour subvenir aux besoins de la famille. Pour Tristan Audebert II, en fait, la chasse aux pantes vient plutôt du Lot-et-Garonne et serait arrivée en Gironde dans les années 1860 avant d'arriver dans les Landes. Et d'ailleurs, Félix Arnaudin est très surpris à un moment, dans ses écrits, il dit « c'est bizarre ces filets là qui arrivent ». Et en fait, si on travaille sur ce que déclarent les chasseurs de palombes, toujours à partir de ce questionnaire que j'ai fait, on voit que c'est assez constant, c'est-à-dire que malgré tout, la majeure partie des pentes se concentrent dans les Hautes-Landes d'Armagnac, donc par ici, en fait, vers Sabre, vers Luxeuil, etc. Alors, ça ne veut pas dire que ces chasses-là datent du XIXe siècle, hein, attention. Ça veut dire qu'il y a une permanence des réseaux de diffusion des idées, des informations, des techniques, etc. Et si vous prenez une technique de recette, une recette de palombe très récente qui est la palombe confite, qui date plutôt des années 80, 70-80, en fait on retrouve la même carte, c'est exactement la même, c'est impressionnant. Il y a vraiment des réseaux de diffusion des idées, des modes, etc. parmi ces gens-là qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction de l'endroit où on est. Et moi en ce moment, alors là on arrive à un stade plutôt d'hypothèse, c'est les aspects sur lesquels je suis en train de travailler. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est par rapport à l'ortolan, par rapport à l'alouette, c'est la vénération, même l'iconologie qui se développe autour de la palombe. Là, je vous montre quelques exemples, mais j'ai une collection d'images de vénération de la palombe, après, qui commence à être pas mal étoffée, si vous en avez d'autres, envoyez-les-moi. Donc vous voyez là à gauche dans une palombière, la palombière de Tom, je précise que tous les prénoms sont complètement, enfin c'est anonymisé, voilà. Donc ne cherchez pas Tom, il existe mais il n'y a pas ce mot-là. Donc Tom, lui, il a des petites palombes en pigne, en pomme de pin. François, lui, il a une magnifique palombe en majesté qui est peinte avec des glands et des feuilles de chêne. Donc il y a toujours un rappel de la forêt là, dans ces images-là. C'est pas systématique, mais c'est assez fréquent. Là, vous avez une autre palombière. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en voyant cette image de l'autre jour, je me suis dit, ah tiens, j'avais pas fait attention qu'il y avait cette palombe. Il y a cette forme-là. Cette palombe, c'est une fausse palombe en plastique. Alors, ce qui est intéressant, c'est vous ne voyez pas très bien les images à l'intérieur, donc il va falloir me croire, c'est qu'au-dessus, elle est au-dessus d'un cadre, et dans ce cadre, en fait, il y a des photos des dégâts qu'a fait Klaus, la tempête Klaus sur la palombière, le 24 janvier, si je ne me trompe pas, 2009, comme si la palombe devait
quelque part exorciser les malheurs qui sont arrivés avec cette tempête. Et puis, alors là, magnifique, quelqu'un qui s'est garé devant la Fédération des chasseurs des Landes. Alors, je sors, je crois que c'était, je sais plus où faire quoi. Et qu'est-ce que je vois sur la plaque d'immatriculation? Je vois une palombe. Alors ça, c'est quand même extra parce que c'est quelque part, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est parce qu'on veut revendiquer quelque chose ou est-ce que c'est pour protéger la voiture d'un accident? En tout cas, vous voyez, mais en Sibérie, c'est très fréquent de mettre des petites aiguilles comme ça. Et dans cette palombière-là, alors on pourrait croire que c'est de la blague, mais en fait, comme il y a trop de récurrence en fait, c'est-à-dire là, on a à nouveau, attention, je garde et je protège. Alors on ne peut pas faire plus explicite. Donc on est vraiment sur une palombe qui protège, et ça on le retrouve dans l'architecture. Ah oui. Côte des Palomas, la toiture en queue de palombe. Donc une photo d'Arnaudin, une photo récente. Donc c'est ce toit là qui est plus bas sur le côté ouest et qui donc fait face à l'est. Alors je travaille sur les orientations de l'espace en ce moment, donc je m'arrache un peu les cheveux sur ces maisons. Mais à minima, si on considère que le toit, le côté le plus bas du toit, c'est la queue de palombe, ça veut dire automatiquement que les côtés de la maison sont les ailes et que la tête est placée à l'entrée. Donc que les gens habitent dans la palombe. Donc ils protègent des intempéries, qui protègent, etc. Et ça, on le retrouve dans un récit de Larouille dit l'Afrique, rapporté par Félix Arnaudin. Il y a 2 versions de l'histoire que j'ai retrouvées. Une fois, je rentrais de là pour aller dormir à Bourg-sur-Guerre. Il pleuvait à verse, mais heureusement, c'était un jour de passage de palombe. Je marchais 2h30 de temps, à tout petit pas, sans être obligée d'ouvrir le manteau. Et plus explicite, un jour, par une pluie battante, j'ai marché pendant 1h30 sous un banc de palombe sans me mouiller. Le banc avait 1 kilomètre ou 1/4 de lieue d'épaisseur, long comme d'ici à Commensac, 7 kilomètres. Mais il fallait marcher. Au bout d'1h30, la queue arrivait enfin. J'entrais dans une maison, j'aurais fini par me mouiller. C'est extraordinaire, c'est un parapluie géant. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses à dire, notamment ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les effets de disproportion. Dans toutes les images d'oiseaux, les oiseaux sont énormes par rapport à leur taille réelle. Et là aussi, parce que en fait, on ne sait pas vraiment si on a affaire à une palombe individuelle ou une espèce. Vous voyez, la queue de la volée, mais ça pourrait être aussi entendu comme étant la queue de l'espèce palombe. C'est pas très clair en fait. Et puis, tout petit par rapport à un énorme oiseau, c'est très intéressant. En tout cas, qui protège, ça c'est sûr. Alors, dernier point, si vous avez encore un peu de patience, c'est que vous voulez voir la dame. Chasse des oiseaux. Pourquoi la palombe pourquoi elle serait protectrice? Alors, là on arrive à un point compliqué. La palombe, elle n'a aucun lien avec ce que je vais vous raconter, mais je pense que oui. C'est-à-dire, dans la chasse, il y a un mythe qui est connu, qui est le mythe de la chasse sauvage. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Non? Alors, le mythe de la chasse sauvage, c'est un mythe très très ancien, qui est déjà présent chez les Grecs anciens, et qu'on retrouve un peu partout, sur tout le continent eurasiatique, depuis la Sibérie jusqu'à la péninsule ibérique, même en Scandinavie, etc. Ce mythe-là, c'est l'idée qu'il existe une horde de chasseurs morts, qui naviguent dans le ciel toute l'année, au gré des constellations stellaires, des constellations dans le ciel. Il y a un cycle, et donc il parcourt, en fonction de ce cycle des étoiles, parcourt le ciel. Et il arrive au-dessus du monde des vivants, à peu près à l'automne et à l'hiver. Donc à partir de la fin des moissons jusqu'au carnaval, cette chasse sauvage, cette horde de défunts sauvages est au-dessus de notre monde, en quelque sorte. Et cette horde est effrayante. Elle fait du bruit, elle tambourine, elle est affamée, assoiffée, elle rigole, elle tue le bétail pour le manger, elle demande qu'on lui donne, on lui verse de la bière, du vin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le réveillon, entre nous. Si. Oui, tout à fait. On fait des festins rituels en fin d'année. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, elle nous effraie, mais on passe un pacte avec elle. Le pacte, c'est qu'elle va nous promettre qu'elle va nous prendre une partie du bétail, elle va nous prendre une partie de nos repas, de notre boisson, de nos semences, etc. Et en échange, le printemps reviendra.
Donc c'est un mythe à la fois de mort et de régénération. Et ce qui est très intéressant, c'est que en Laponie et dans les pays baltes, la route que prend cette chasse sauvage s'appelle la route des oiseaux sauvages. Dans le monde grec, ça s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée, c'est la route de la chasse sauvage. Et une fois que l'Europe s'est christianisée, la Voie lactée a été pensée comme étant un chemin. Et on retrouve cette idée dans les couloirs de migration, les voies de migration. C'est un chemin. Et ces chemins, en tout cas celui de la Voie lactée, on a considéré à partir du XIIIe, XIVe siècle que c'était en fait le chemin de Compostelle. Et le chemin de Compostelle va jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, qui est le saint passeur par excellence. D'ailleurs, c'est celui qui promet le salut vers l'éternité et qui va faire régénérer les âmes des défunts vers la vie. Et en fait, bon, là vous avez une magnifique carte, alors qui n'est pas parfaite, mais qui n'est pas totalement fausse, donc c'est pour ça que je l'utilise, sur la migration de la palombe en Europe. L'ortolan prend à peu près la même, l'alouette aussi, bon, à quelques détails près, mais c'est grosso modo ça. Et en fait, si vous regardez, vous prenez cette carte-là, les chemins de Saint-Jacques, et ben, si vous amusez un peu, voilà. C'est vrai que c'est très suggestif. Donc, pour l'instant, je n'arrive pas à prouver ça entièrement. Malgré tout, il y a plusieurs éléments qui me laissent à penser que ce n'est pas impossible. Notamment l'alouette. L'un des plus vieux mythes de l'alouette, c'est un mythe indien qui est passé en Grèce antique à partir du syriaque jusqu'à dans les croyances populaires ici, dans les Landes, mais un peu partout en fait en Europe. C'est que l'alouette, en fait, elle existait avant que la terre des hommes existe. Et quand son père est mort, elle n'avait pas de terre où l'enterrer. Et du coup, elle a enterré son père dans, ou alors sur sa tête. Et c'est pour ça qu'elle a une crête. Donc c'est le tombeau de l'alouette. Et l'alouette, finalement, elle est chargée de porter l'âme de son père toute sa vie. C'est comme un poids. Et on retrouve ça aussi dans certains contes grecs. Alors là, l'alouette, bizarrement, au fur et à mesure des contes, elle devient une colombe. Et puis en arrivant dans le monde arabe, la colombe devient liée à la palombe, enfin au pigeon ramier. Parce que Mahomet avait une colombe et qu'il l'aimait beaucoup, soit parce que la colombe, elle a porté le rameau à Noé, donc pigeon ramier. Des choses comme ça. Donc des petites allusions qui laissent à penser que c'est pas impossible qu'il y ait une pensée de la régénération des âmes à travers les oiseaux. Donc ça permettrait de comprendre pourquoi il y a une fascination pour les oiseaux. Mais il y a quand même quelque chose qui manque. C'est les oiseaux qui permettent de capturer d'autres oiseaux. Parce qu'au fond, si on voulait juste capturer les oiseaux, on pourrait les tirer. On pourrait tout à fait juste les tirer ou leur envoyer, je sais pas, n'importe quoi, sans s'embêter à vouloir les séduire. Donc pourquoi les séduire? Alors là-dessus, il y a autre chose. Vous vous souvenez du sambé? Je vous avais prévenu, il fallait s'en souvenir. C'est la peau d'alouette. Quand je me préparais cette conférence, je me suis replongée dans l'article de Vandriès, vous l'avez compris. Et Vandriès, il montre ces images-là anciennes. Alors c'est le 1er siècle, le 2e siècle, 3e siècle, après Jésus-Christ. Et donc, il y a ces représentations de la chouette, la fameuse chouette de la pipée. On a cette chouette-là qui effraie. Les oiseaux fondent sur elle pour l'attaquer. Et l'image de gauche, elle porte cette inscription. Donc, on voit cette chouette avec des griffes qui tombent raides autour de la chouette. Et au-dessus, on a en latin écrit « Les oiseaux crèvent de jalousie et la chouette n'en a cure ». Et en fait, pourquoi c'est si violent? C'est parce qu'en fait, c'est une mosaïque qui reprend un emblème d'une phalange carthaginoise. Donc c'est des mots de guerrier, hein. C'est pour se donner du courage, voilà, comme l'hymne avant le match de rugby. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Donc les oiseaux crèvent de jalousie et la chouette n'en a cure. Et là, je me suis dit, c'est quand même étrange cette histoire de chouette, parce que vous voyez à gauche, on ne comprend pas très bien pourquoi les oiseaux tombent. Enfin, ils tombent raides morts, il n'y a pas d'oiseleur, il n'y a pas de... On sait pas, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Ils ne sont pas censés tomber autour de la chouette, en fait, ils sont censés l'attaquer, ils ne sont pas censés mourir de ça. Donc je me suis demandé, est-ce que la chouette, ça ne pourrait pas être plutôt
Parce qu'on a ça aussi dans le mythe de l'alouette que je viens de vous raconter. Parfois, selon les versions, l'oiseau change. Ça peut être une huppe indienne, un phénix. Mais parfois aussi, ça peut être l'oiseau de Minerve. L'oiseau de Minerve qui est la chouette, qui représente la ruse, la sagesse, mais aussi la ruse. Et je me demande si c'est pas en fait un symbole de la ruse de Goisler, qui utilise la chouette, mais qui est aussi la ruse. Et ça m'a rappelé quelque chose, une discussion avec Charles Stepanov, parce que je lui parlais du sambé, de l'alouette, à Pau. Et je parlais donc avec mon directeur de thèse, Charles Stepanov, de cette histoire de sambé. Et lui-même, en lisant un ouvrage d'ethnologie sur les cultures taurines, est tombé sur un mot qui est le simbéou. Le simbéou, c'est... Ah, il y a un monsieur qui donnait. Le simbéou, c'est au sein des... Dites-moi si je me trompe, hein, mais si j'ai bien compris, au sein d'un troupeau de taureaux sauvages, il y a un animal, un taureau, qui est un peu plus apprivoisé que les autres et qu'on va utiliser pour guider les animaux sauvages. Et c'est le simbéou. Et dans cet article, dans cet ouvrage ethnographique sur les cultures taurines, c'est écrit explicitement que c'est inspiré du sambé, c'est inspiré de l'alouette à Pau. Et ces deux mots ont la même racine grecque que symbole. Et symbole, si vous allez dans le dictionnaire, pour regarder un peu l'étymologie, vous voyez que c'est à la fois le signe de reconnaissance, de ralliement, mais aussi une manière de se mettre en lien avec les autres. C'est-à-dire se mettre en relation avec quelqu'un, ça se disait symbolo, par exemple. Donc là, c'est assez troublant. Et je trouve qu'il y a une parenté avec une voix d'appelant ortolan en particulier, celle du franc. Pour les chasseurs d'ortolan, le franc, c'est le meilleur des appelants. C'est le meilleur des appelants, pardon. Ils chantent seulement si c'est des ortolans qui passent, et ils sont comme aimantés par son chant. Et c'est ce que me disait André, le plus beau, c'est quand tu arrives à faire que c'est les oiseaux qui chassent les oiseaux. Donc finalement, c'est l'oiseau, c'est l'appelant, c'est le franc appelant qui devient l'oiseleur. C'est lui qui a de la ruse, c'est lui qui sait comment faire, mais c'est aussi lui qui fait le médiateur. Il représente les humains, et en même temps, il invite ses congénères à venir se prendre au jeu. C'est très étonnant ça. Parce que c'est quand même, je pense, l'une des rares chasses où on utilise un auxiliaire de chasse qui n'est pas d'une autre espèce. C'est-à-dire que quand vous avez une meute de chiens, bon, ce sont des prédateurs, ils ont un instinct de prédateur, ils vont suivre, il y a une différence d'espèce. Si vous avez un faucon, pareil. Mais là, on utilise la même espèce que celle qu'on chasse. C'est quand même très, très étonnant. Et il y a une sorte de médiation qui est faite comme un symbole avec l'oiseau sauvage. Et comme vous avez été très sage, vous pouvez voir la dame. Ah non. Bah non, je n'ai pas de dame. Ah bah voilà. Voilà la dame. Et c'est drôle parce que Engelbrecht a varié. Il a varié, vous voyez, cette fois-ci, il n'y a plus les vergettes gluées. Enfin si, pardon, excusez-moi, elle a les vergettes gluées, mais elle n'a plus la matole. En revanche, elle a les lacets et les collets. Mais ce qui reste toujours, c'est toujours la chouette. Et la chouette, je sais pas, je l'aime bien cette chouette. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions... Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ça peut être intéressant de profiter de Léa. Oui, alors. Non, vous n'abordez pas le sujet des crins. Ici, on chassait l'alouette aux crins. Oui, tout à fait. Je suis au courant, effectivement, que ça se chassait au crin. Je ne peux pas tout traiter non plus, mais oui, tout à fait, je sais, oui. Si, il y avait un vieux monsieur qui m'avait raconté, il tendait 500 crins.
Et il faut savoir que quand il a servi de foie, il est vrillé, il faut le tremper dans l'eau pour qu'il dévrille. Et donc, ils en avaient 500. Bon. Ils avaient mis le crème, et que du crème de cheval, pas de jument. Parce que l'urine brûlait le crème. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais l'inspecteur des forêts de Souston dit que la SEDA doit être interdite à un moment parce que, parce qu'il y a des changements de législation au début du XXe siècle, mais elle doit être interdite parce que les crains ne sont jamais posés à terre. Et il ne précise pas à quoi il pense, mais il doit certainement penser à la chasse de l'alouette au crin, par exemple. C'était des sillons relevés comme ça, il y avait le creux, et entre eux, il faisait, avec le petit, il faisait un petit sillon, il mettait un crin de chaque côté. Bon, les premières qui s'attrapaient, elles volaient, elles servaient la peau pour les autres. C'était tout un système. Oui, on veut toutes ces chasses. Tout à fait. C'est pas des chasses qui sont spécifiques aux Landes, hein. La plupart existaient dans d'autres régions, c'est juste que en fait, ça s'est réduit. Hein. Mais bonjour, si j'ai bien compris, après 1840, là, il y a une réglementation nationale sur toutes ces chasses, et c'était du ressort des préfets d'adapter cette réglementation. Oui, dans les Landes, oui, c'était le préfet qui devait faire appliquer cette loi. Oui. Est-ce que vous avez une carte de France, des départements à dérogation Non, je n'ai pas de carte de ces dérogations. C'est intéressant peut-être de voir si par région, par département, comment ils se répartissent. Est-ce que les Landes ont eu ces dérogations parce qu'ils étaient un département plus pauvre que les autres, ou est-ce que c'était d'autres raisons? Non. Certains départements, comme vous l'avez expliqué, on aurait pu penser que c'était parce que le département était plus pauvre qu'ailleurs, et les coins de département plus pauvres avaient ces dérogations. Oui, alors en fait, il n'y a pas que les Landes qui ont eu des dérogations. Hein. Enfin, il y a des courriers, par exemple, entre le préfet des Landes et le préfet du Tarn-et-Garonne, ou du préfet des Girondes, par exemple. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait aussi un attachement, par exemple, pour la Palombe, un moment, en 1902, le préfet, qui est un nouveau préfet, décide qu'on ne pourra plus du tout chasser au filet, on ne pourra chasser qu'au fusil. Et les palomères aux pentes, c'est Tristan Audebert II qui dit ça, quand ils ont appris la nouvelle, il dit « ça fait l'effet d'une bombe anarchiste dans un cortège royal ». Et les gens sont soulevés, on fait du ramdam partout, et du coup, il a rétropédalé. Oui, mais on a connu beaucoup de préfets de là. Ça ne s'est pas amélioré au fur et à mesure du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peut-être que ce serait intéressant de voir les différentes interprétations et leurs causes, notamment pourquoi les Landes ont eu cette image de village gaulois. Oui, alors après, il y a aussi autre chose, c'est qu'on est dans un pays de droit coutumier qui a été annexé au Royaume de France tardivement, francisé tardivement, et la jurisprudence fait que le droit romain n'a jamais été parfaitement aboli. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect que, par exemple, le privilège nobiliaire de chasse sous l'Ancien Régime concernait essentiellement les capitaineries royales et les domaines royaux qui étaient en faible nombre dans le sud-ouest. Plus le fait qu'on est en position frontalière où il valait mieux quand même garder l'allégeance à la couronne de la population, parce que si la population s'était retournée et avait fait ami-ami avec les Espagnols, pas sûr que ça aurait beaucoup plu à Louis XIV, en tout cas ça n'aurait pas arrangé ses affaires. Donc il y a tous ces aspects-là qui, bon an, mal an, on en hérite au fur et à mesure des années. Donc il y a ça. Et puis, alors dans les courriers préfectoraux, dans les archives, on voit qu'il y a aussi l'intervention de parlementaires ou de sénateurs pour protéger certains types de chasse. Et il y a beaucoup de Landais qui
arrive au Sénat, au Parlement, dans les années 1920-1930, parce que les Landes sont un bastion radical socialiste à cette époque-là, et que, par exemple, Léo Bouissou, peut-être que vous avez vu, il y a parfois son nom dans des communes dans les Landes, Léo Bouissou chassait manifestement l'ortolan, puisque en fait il a participé à la chute du cartel de gauche en 1924 et en 1932 il écrit au préfet pour demander la réautorisation de la chasse de l'alouette aux pentes, donc qui avait été interdite momentanément pour la migration d'automne. Donc en fait il a agi directement et le préfet du coup a changé son arrêté. Donc il y a aussi des interventions comme ceci. Et puis pour l'ortolan, il y a aussi des gens qui voulaient pouvoir manger leurs ortolans, ça c'est clair. Hein, ouais. Moi je viens du sud des Landes. Chez nous, on chasse la palombe avec les palombières hautes, les appos et le fusil. Et je voulais savoir avant, c'est très boisé chez nous, c'est très vallonné. Et je voulais savoir, avant le fusil, est-ce qu'ils utilisaient les pattes et comment? Alors, en fait, la palombe a été chassée par beaucoup de moyens. Il n'y a pas que le fusil et les pentes. On pouvait aussi utiliser, par exemple, le charivari, qui était, d'ailleurs, ça rejoint la chasse sauvage dont je vous parlais. C'est l'une des premières chasses à avoir été interdite, justement parce qu'elle était considérée comme démoniaque. Parce que c'était une sorte de sabbat des sorcières quelque part. C'est-à-dire qu'on faisait le maximum de bruit de nuit pour faire peur aux oiseaux qui étaient en train de dormir et après on les attrapait avec des filets par exemple. Donc il y a ça, on pouvait chasser aussi la palombe parfois, on pouvait aussi la chasser par exemple avec des crins. Donc il y avait plusieurs modes de chasse. Les pentes, en fait la question qui se pose c'est à quel moment elles se sont horizontalisées. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de modes de chasse qui existent, qui utilisent des panneaux verticaux. Par exemple, la chasse à la bécasse, auparavant, elle se faisait non pas au fusil, mais avec des panneaux verticaux qu'on mettait dans les bois. Et en Provence, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était la mode de chasser pareillement le pigeon ramier, ou même le biset, avec ce qu'on appelait des thèses à l'époque, des panneaux comme ça qu'on mettait, et en fait on battait les buissons et ça faisait s'envoler les oiseaux vers le piège. Donc il y a pas mal d'utilisations différentes de filets, pas forcément que les pentes comme on connaît aujourd'hui. Mais la question qui se pose, et on n'a pas de source véritablement très claire là-dessus, c'est à quel moment les pentes sont devenues horizontales. C'est pas très clair ça. Ce qui est vrai, c'est que dans le Pays Basque, pour le coup, les pantières, elles, ça fait longtemps qu'elles existent. Ça, on sait que ça date du Moyen-Âge, et voilà, c'est les premières attestations qu'on a. Mais dans les Landes, finalement, il faut attendre un certain temps avant que ça arrive. Il faut aussi préciser une chose, c'est que jusqu'en 1789, il y avait un autre droit, un autre privilège noble que la chasse, c'était le droit de colombier. Et le droit de colombier, c'était le droit d'avoir un colombier, avoir des pigeons à l'intérieur. Et en fait, ça posait beaucoup de problèmes, parce que j'imagine que vous savez qu'un pigeon en colombier, en fait, il va glaner autour et il va divaguer, en fait. Et le problème, c'est que du coup, il allait sur les champs des voisins et il mangeait le grain. Et les gens qui étaient dans leur champ, ils tiraient au fusil les pigeons et ça a donné lieu à des procès parce que, évidemment, les propriétaires des pigeons considéraient qu'il y avait une atteinte à leur animal dont ils étaient les propriétaires. Alors que pour les paysans, quand ils passaient devant le tribunal, ils disaient « Mais non, ce n'étaient pas des animaux domestiques, c'est des animaux sauvages. » Donc, en fait, en 1789, quand le droit de Colombie a été aboli, ça a aussi été une libéralisation du droit d'affût pour les paysans vis-à-vis des pigeons. Et comme un pigeon sauvage, domestique, la différence n'est pas forcément très très nette, surtout de loin ou des choses comme ça. En fait, c'est facile d'argumenter en faveur d'un pigeon sauvage ou d'un pigeon domestique et vice-versa. Juste, je voudrais dire un élément. Il ne faut pas oublier que de 1906 à 1913, Lot-et-Garonne, le président de la République, était le président Falguera. Tout à fait. Qui leur a autorisé de chasser la palombe au retour. Dans le Lot-et-Garonne, chasser la palombe au mois de mars.
c'était le seul département qui avait le droit de chasser à la repasse. Alors en fait, le tout dernier, la repasse c'est assez fréquent en fait. Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, dans les textes anciens, c'est mentionné la chasse au retour, mais la chasse à l'aller, si j'ose dire, a toujours été mieux vue parce que, par exemple, il y a eu une pratique aussi de tir à l'ortolan, étonnamment, notamment en septembre quand ils étaient déjà bien engraissés. Puisque le but de l'ortolan, c'est de le manger gras, donc il faut l'engraisser après l'avoir capturé. Mais s'il est déjà assez gras, il y avait des gens qui pouvaient aussi le tirer au fusil. Alors c'est assez anecdotique, c'est vraiment anecdotique. Mais la chasse, du coup, de septembre-octobre a toujours été plus prisée, malgré tout, la chasse de retour où les animaux étaient plus maigres. Tout à fait. Alors, on a l'impression, mais c'est peut-être une impression qu'au fil du temps, les différents pouvoirs, que ce soit sous l'Ancien Régime ou évidemment plus récemment, ils ont regardé ces chasses avec un peu de, finalement, comme quelque chose d'encombrant, un petit peu de marginal, et donc avec une forme de mépris. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver véritablement dans les textes par rapport aux grandes chasses? Et cette espèce de mépris, déjà, comment peut-on l'expliquer? Est-ce que c'est du racisme social, finalement, à l'égard des petites gens? Et est-ce que ces choses-là, on pourrait considérer, d'une certaine manière, même inconsciemment, que ça perdure aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, à l'échelle du continent européen, on pourrait considérer que ça a pu, ou ça peut influencer quasiment les réglementations, parce qu'on voit bien que finalement, elles sont assez paradoxalement, eu égard au fait que c'est super écologique comme le système de chasse, elles sont paradoxalement, pour chasser, c'est le cas de le dire, elles sont méprisées. Alors, c'est du moins l'impression qu'on a. Est-ce qu'on peut retrouver ça, ce lien social, ce mépris, et le fait qu'aujourd'hui encore, dans une époque dite moderne, ça perdure? Alors, effectivement, il y a une vraie dichotomie entre les chasses réputées nobles et les chasses réputées roturières, voire paysannes. En fait, alors pour Vandriès, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les chasses aux oiseaux, lui, il considère qu'à partir de la fin de l'Empire romain, c'est remplacé par la fauconnerie qui acquiert ses lettres de noblesse et qui, du coup, devient une version noble de l'oiselage. Bon, c'est impossible, il faudrait creuser davantage. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une persistance de dichotomie, de perception entre les chasses dites qui sont valorisées et d'autres moins. Mais on le retrouve aussi au sein même des chasseurs, puisque il suffit de faire un petit peu le courrier des lecteurs, je pense, du chasseur français, et on trouve un certain nombre d'exemples où les chasseurs au fusil méprisent les chasseurs sans fusil. Mais même au sein des palomères, quand je vais voir des palomères aux pentes ou des palomères au fusil, c'est pas forcément l'amour tendre. Les chasseurs fusil vont dire que les chasseurs au filet font de la destruction, ils prennent des super gros coups de filet, ils croquent le cou des palons pour les tuer, des choses comme ça. Et inversement, les chasseurs au filet vont considérer que les chasseurs au fusil sont des copieurs. Alors qu'en fait, historiquement, les premières chasses populaires, c'est plutôt les chasseurs au fusil. Si vous m'avez suivi, c'est-à-dire que la vraie chasse populaire dans les Landes à la palombe, c'est la chasse au fusil en réalité. La chasse à la palombe aux pentes, c'est une chasse bourgeoise qui s'est démocratisée, que les gens se sont réappropriés. Il y a eu un melting pot social qui est clair et qui est très original pour le coup, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une séparation, c'est-à-dire qu'il y a un remplacement d'une classe sociale à une autre, alors qu'en fait on a plutôt un mélange, c'est-à-dire vous avez quelqu'un, un médecin qui va chasser avec un ouvrier métallier, avec un ouvrier meunier, avec un représentant du sport, et puis quelqu'un qui a une boutique. Et c'est un vrai mélange au sein même des équipes de palomères. Mais effectivement, on a toujours ce regard-là. Alors après, je pense aussi que c'est lié au fait qu'on a tendance à distinguer de manière un peu abusive à mon sens, mais même dans la littérature ethnologique, et c'est difficile de prouver le contraire. J'essaye de l'ajuster.
C'est-à-dire qu'on a souvent pensé ces formes de chasse-là comme étant du piégeage, comme si en fait il suffisait de poser un piège quelque part et puis finalement on récolte, on prend la mise et puis on s'en va sans dire merci. Il y a un peu ce côté comme ça, un peu ingrat. Alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait aussi simple et on a souvent distingué, même dans la littérature ethnologique, entre les chasses actives et les chasses passives. Chasses actives qui sont des chasses de poursuite et chasses passives qui sont du piégeage. Alors qu'en réalité, si vous regardez d'un peu plus près, une battue, c'est rien d'autre que du piégeage. Vous faites une enceinte avec des postés et puis il y a des gens qui rabattent le gibier. Enfin, le piège, c'est pas un matériel, mais c'est un espace. D'ailleurs, on appelle ça l'enceinte. Et inversement, la chasse aux panthères, c'est une chasse de poursuite. On effraie l'oiseau et on lui court après avec le chatard, avec le son, avec les palettes. On essaie de l'amener. Si c'est pas de la poursuite, ça, je vois pas ce que c'est. Donc, en fait, on est face à des modes de chasse qui sont un peu plus compliqués que juste actif-passif. Mais cette classification, elle a tendance à rabaisser un petit peu l'oiseleur qui serait une sorte de malandrin, d'anarchiste ou d'anti-royaliste caché dans les bois qui essaie de piquer du gibier au roi ou à l'État. Il y a cette idée-là, quoi. Au lieu de travailler, il y a ça aussi, puisque ce sont des travailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même une persistance de ces schémas de pensée. Oui. Après, dire que le législateur a ça en tête, bon, je sais pas, peut-être pas. Vous avez évoqué la cuisine de la palombe. Oui. Est-ce que vous pouvez, j'ai pas forcément bien suivi, que vous avez trouvé qu'il y avait une régionalisation de certaines recettes? Oui, alors en fait, en arrivant dans les Landes, on m'a parlé beaucoup, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui aimaient la palombe confite, notamment dans le nord des Landes, et quand je demandais « Ah, tu préfères manger la palombe comment ?» et que j'étais dans le sud des Landes, on me disait « Oh non, pas confite, c'est pas bon ». Donc je sentais qu'il y avait une sorte de rupture entre est-ouest ou nord-sud, j'étais pas trop sûre. Donc en fait j'ai utilisé l'enquête par questionnaire, qui est une enquête qui est beaucoup plus large que ce que je viens de vous présenter. Hein. C'est un jeu d'à peu près, alors si je dis pas de bêtises, on est aux alentours des 500 000 données sur ces questionnaires-là. Donc c'est plus vaste, mais du coup j'en ai profité pour demander aux gens quelle était leur recette préférée de palombe. Et du coup j'ai pu vérifier l'hypothèse, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il y avait un recoupement entre nord, on aime le palombe confite, et au sud, pas du tout. Et cette impression elle m'a été renforcée aussi parce qu'en allant dans les panthères basques, j'ai posé la question aux basques de la palombe confite, ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc en fait, je me suis dit, on a vraiment un continuum. Hein. Et du coup, en recoupant toutes ces données, si je prends juste les gens qui déclarent véritablement préférer la palombe confite, on arrive à plus de 30%, presque 40% dans le canton de Haute-Lande-Armagnac, alors que vous voyez que dans la région de Pays Rural, la région de Madame, on est à 2%. Et c'est rapporté au total des chasseurs sur chaque canton. Donc, voilà. C'est véritablement... non, c'est par rapport au total, mais c'est véritablement un pourcentage qui n'est pas anodin. Voilà. Et c'est surprenant, en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça recoupe aussi bien cette carte-là des chasses aux engins. C'est-à-dire que plus on chasse au filet quelque part, et plus on est ouvert à la nouveauté culinaire de la chasse, de la palombe confite. Voilà. Après, sur la palombe, culinairement parlant, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la bécasse. Il y a des ponts qui sont très intéressants et sur finalement le réensauvagement d'un animal. La palombe, si vous voulez, avant qu'elle n'arrive dans les livres de cuisine sous l'appellation de gibier, il faut attendre le milieu du XXe siècle. Avant, elle est classée comme volaille. Alors que ce n'est pas le cas des autres gibiers. L'alouette est considérée comme un gibier, l'ortolan aussi. Et bizarrement, la palombe, elle est mise avec les pigeons, les pigeonneaux. Elle n'est pas classée comme gibier, ni par Escoffier, ni par Brillat-Savarin, ni par Antonin Carême, ni rien. Donc il y a une forme de réensauvagement de la palombe en la rapprochant, culinairement parlant, de la bécasse, qui est le gibier sauvage à plumes par excellence, qu'on fait faisander. C'est le seul gibier encore aujourd'hui qu'on mange comme on le mangeait à l'époque médiévale.
C'est-à-dire qu'on le mange véritablement, quasiment putréfié, mortifié, on appelle ça. Mortifier la bécasse. Donc, on peut aimer ou pas, enfin bon, c'est une pratique culinaire, voilà. C'est une manière de fermenter la viande, au même titre que le vin, le pain, voilà, des choses comme ça. Et on retrouve d'ailleurs le principe de garder de la vie au sein même de la mort, hein, puisqu'un aliment fermenté est un aliment qui évolue en fonction du temps. Votre fromage, s'il ne puait pas autant, il ne serait pas aussi bon. Votre saucisson, s'il n'avait pas la tête qu'il a, il ne serait pas bon non plus. Voyez, c'est le fait que, oui, on est face à un aliment qui est inerte, mais il continue d'évoluer avec le temps. Et ça, avec le gibier, c'est particulièrement notoire, le fait de le laisser reposer pendant plusieurs jours en plume, etc. Mais la palombe copie beaucoup de choses autour de la bécasse. La rôtie, par exemple, qui est vraiment une recette classique de la bécasse, qui est reprise pour la palombe. Le fait de faire faisander la palombe, alors pas tout à fait aussi longtemps que la bécasse, mais on s'en rapproche. Alors qu'il y a d'autres gibiers qu'on ne va pas du tout laisser comme ça, ou dont on ne va pas manger les viscères. Donc voilà, je travaille aussi là-dessus. Oui, on est dans le site de Marquez où le métayage est très bien expliqué lorsqu'on va visiter sur place. Mais il faut savoir que le métayage, à l'époque, la palombe avait un rôle économique énorme. Dans les baux de métayage, soit le métayer y chassait pour le propriétaire, soit il chassait à son compte et il devait donner un certain nombre de palombes qui étaient prévues dans le bail. Et il y avait une chasse, dont on n'a peut-être pas trop parlé, c'est la graine l'hiver. Quand vous parliez d'acheter une jument ou une télévision plus tard ou une voiture, les agrins, c'était là où les gens faisaient, entre guillemets, des cartons, et ces ventes-là leur permettaient de faire rentrer de l'argent, mais ils devaient aussi, un agrin reconnu était reconnu aussi dans le bail de métayage. Oui, tout à fait, et ça se trouve encore aujourd'hui. Dans l'enquête par questionnaire, j'ai demandé effectivement si des palombes étaient données en échange aux propriétaires du terrain pour ceux qui n'étaient pas propriétaires. Alors pour ceux qui ne sont pas propriétaires, alors on est à peu près à 50-50, propriétaires, pas propriétaires, et ceux qui ne le sont pas payent leur loyer aux 3/4 en palombe. Il y a 75% des gens qui ne sont pas propriétaires qui payent une partie ou la totalité de leur loyer en palombe. Donc ça persiste effectivement. Et il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est la chasse à la palombe commence historiquement le 29 septembre, donc le jour de la Saint-Michel. C'était l'ancienne date des rituels funéraires, hein, c'est un lien avec la chasse sauvage, d'autant que ce jour-là, on se regroupait dans les Landes, un peu partout dans les Landes, à Ouf-Suzan notamment, et on rendait aussi visite aux fontaines, et il y en a une qui est dédiée à Saint-Jacques. Il y a pas mal de points communs, et ce jour-là, donc on commence la chasse à la palombe. Et aussi, il y a une renégociation des contrats de métayage, justement. C'est à ce moment-là qu'on déménageait, que se terminaient les baux de métayage et qu'éventuellement on trouvait un nouveau patron. Donc c'est tout à fait lié, oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur le parallèle que vous faites entre la migration des palombes et le chemin de Saint-Jacques. Oui. Nous, ça nous concerne un peu, puisque le chemin de Saint-Jacques passe par chez nous, sort de l'abbaye en l'occurrence, oui. sort de l'abbaye, et qu'en plus, à Sort de l'Abbaye, il y a une très grande abbaye, il y a depuis le XIe siècle une très grande abbaye, qui était sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui. Qui est même classé au patrimoine de l'UNESCO à ce titre-là. Et chez nous, nous avons beaucoup de palombières sur des coteaux et dans les palombières à hauteur. Mm-hmm. Et est-ce que, alors ce parallèle que vous faites, est-ce qu'on peut l'approfondir? Est-ce qu'il y a matière à approfondir cette, En fait, c'est plutôt au niveau du bestiaire. C'est-à-dire que pour l'instant, la route des oiseaux sauvages dont je vous ai parlé, dans les ouvrages que je trouve,
On fait plutôt mention d'oiseaux de moyenne taille, alors c'est un peu vague. Alors je suppose des canards, des choses comme ça, mais rien n'indique que les palombes n'en ont pas fait partie. Et pour le coup, voilà, ça date de cet après-midi, j'ai trouvé la deuxième occurrence montrant que colombes et palombes avaient été confondus à un moment de l'histoire. Nous avons ce vestiaire-là dans le mosaïque à Sordes. Oui, d'accord. Et je voudrais savoir aussi si on peut, en troisième position, mettre en parallèle aussi les mythes et la symbolique de ces oiseaux-là. Oui, c'est l'idée du folklore, des études folkloriques. Les trois. Les trois. L'ortolan, l'alouette et... Non, le chemin de Compostelle, la chasse à la palombe, et les couloirs de migration, et la symbolique, les mythes attachés à la... Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, tout à fait, c'est ce que j'essaie de faire. Sachant que la question qui se pose, c'est que si la palombe est un gibier relativement récent, considéré comme un gibier depuis relativement peu de temps, la question c'est de savoir comment cette histoire a pu être réinterprétée ou d'où est-ce que ça sort exactement. Je pense que c'est plutôt l'alouette à la base qui était vraiment l'oiseau vénéré. Par exemple, l'oiseau du Saint-Esprit, c'est la colombe, mais ça date du XVIIe siècle. Avant, c'était probablement l'alouette, puisqu'on dit d'elle qu'elle fait le Saint-Esprit. Et c'est l'oiseau béni qui est pieux par excellence et qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre le ciel et l'enfer. Mais cet après-midi, j'ai trouvé une première mention. Alors, c'est d'un ouvrage d'un Allemand qui s'appelle, je l'ai noté, Ernst Gattiker, qui considère que la palombe était considérée comme l'oiseau de Perséphone. Perséphone, c'est à la fois la fille et la femme d'Hadès, c'est la fille de Déméter, qui fait le lien entre le monde des morts et les moissons, le cycle des saisons. Alors, c'est très étonnant parce que pour l'instant, j'ai croisé uniquement la palombe comme oiseau de Vénus, c'est-à-dire colombe, palombe, oiseau de Vénus, oiseau d'Aphrodite, l'amour sentimental. Et on le retrouve d'ailleurs souvent, les pigeons, c'est les symboles des amoureux, mais sauf que là, c'est pas la même chose parce que c'est l'oiseau qui vient des enfers, qui remonte des enfers pour remonter des morts vivants. Enfin, c'est pas vraiment la même. Voilà. Donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est une erreur de cet auteur-là? Est-ce que je trouve d'autres occurrences ou pas? Ça pourrait nous intéresser. Oui. Une question. Votre travail remarquable qui a retracé quand même cette histoire-là depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais peut-être, c'est avoir votre point de vue sur les éléments de contexte qui fait que cette histoire pourrait continuer ou pas. Parce que c'est quand même la question qui nous intéresse. Votre travail, c'est vrai qu'il concerne la période passée jusqu'à maintenant. Mais si on veut considérer qu'on est dans un élément de culture vivante, quels sont les éléments de contexte sur ce que vous avez analysé là, qui pourrait faire que l'histoire pourrait se continuer? Alors là, je vous ai présenté une partie essentiellement historique de mon travail, mais moi je suis anthropologue, donc là je passe du temps avec les gens, j'ai passé le permis de chasse pour vraiment comprendre ce que c'était de tirer au fusil, de pister un animal, de fermer un filet, etc. Donc c'est vrai que là je vous ai présenté les choses du passé, mais c'est vrai que voilà, je suis toujours en contact avec le présent. Il y a une chose qui me semble émerger, c'est des pratiques qu'on pourrait appeler de no-kill, c'est-à-dire des gens qui capturent au filet des palombes notamment et qui vont toutes les relâcher. Alors c'est encore très timide, mais on en a un certain nombre qui commencent à le faire, notamment des jeunes. Et puis vous avez aussi des gens qui, alors ça c'est assez amusant, qui vont baguer des oiseaux exprès et qui vont les relâcher de sorte à essayer de créer du lien entre les palomères. C'est pas du tout dans une dimension vraiment scientifique, c'est pour essayer de faire de cet oiseau un oiseau médiateur, mais autrement qu'en mangeant l'oiseau. C'est aussi une forme de réinterprétation de cet oiseau qui fait du lien social. Donc et parce qu'en plus ça se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est assez amusant, enfin il y a des parallèles
à n'en plus finir. Enfin, c'est peut-être ce que je verrai. Mais comment savoir comment les gens vont réagir, ça je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'on va avoir une crise économique et que finalement tout le monde sera bien content d'avoir de la viande à manger. Enfin voilà, il y a plein d'impondérables. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ce qui est vrai, c'est qu'on est face à des pratiques. Alors la palombe se porte un peu mieux, mais pour ce qui est de l'ortolan et de l'alouette, c'est clair qu'on est face à des populations qui déclinent, c'est-à-dire des populations de chasseurs hein, qui déclinent. Alors, on a des personnes qui sont âgées et qui pratiquent de moins en moins. Et ça, c'est indépendamment de la législation. Parfois, il y a certaines pratiques, ça se réduit à quelques centaines ou voire quelques dizaines. Pour certaines pratiques, je ne parle pas forcément des chasses landaises, mais des chasses en France en général. Il y a certaines pratiques qui se réduisent vraiment à peau de chagrin en termes de personnes sachant le pratiquer ou l'ayant pratiqué ou le pratiquant. Malgré tout, vous voyez bien qu'il y a des effets de réminiscence. Je vous ai montré la ouïté. Il y a d'autres exemples. Par exemple, un jeune homme que je connais qui a installé une palombière de fortune l'an dernier. Alors, depuis l'an dernier, elle a évolué. Mais il se trouve que la manière dont il avait disposé sa chasse, pour vous la décrire, il était en bordure de bois et il avait quelques appâts et il chassait donc sur le pré au fusil. Et en fait, c'est une rouquetaire. C'est jusque dans les années 60. Il y avait plus de rouquettes, c'est un pigeon colombin, c'est une variante en fait du pigeon ramier, qui est un cousin on va dire, qui était plus, il y en avait plus que de palombes jusqu'aux années 1960 dans les Landes, et en fait il y avait beaucoup plus de gens qui chassaient donc le rouquette comme ça, comme je voulais bien vous le décrire, que de gens qui chassaient la palombe en palombière jusque dans les années 60. Donc il y a alors que je lui ai demandé, hein, pourtant à brûle pour point, s'il savait ce que c'était qu'une rouquetaire. Non, il ne sait pas. Il a 24 ans, il ne sait pas. Mais bizarrement, la solution qu'il a trouvée à ce moment-là pour pouvoir chasser comme lui, il voulait chasser, c'était une forme qui était la même que celle d'un rodard. Donc c'est très étonnant, c'est solution technique. C'est comme quand je vous montre des pièges du Gabon, ça ne parle peut-être pas, mais c'est étonnant que pour un même problème, on trouve une même solution technique. Il y a des... les Landais ne se sont pas inspirés des Gabonais, inversement, mais il y a des diffusions d'idées ou des émergences d'idées qui naissent à partir d'un même problème. Alors après, vous dire exactement est-ce que ça va prendre comme temps, je ne pourrais pas vous dire. Il y a aussi autre chose, c'est sur la côte narbonnaise, les gens chassent beaucoup la palombe au poste, au vol, donc ils tirent au vol, hein, puisque ça c'est une spécificité landaise de chasser au posé, c'est-à-dire qu'on ne tire pas une palombe par exemple au-dessus d'une palombière, on attend qu'elle soit bien posée, et seulement après on a le droit de tirer, sinon c'est pas bien. Il n'y a pas de règle, hein, normalement on devrait pouvoir le faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et il y a c'est une autorité publique, il y a une règle comme ça qui s'applique dans les Landes. Et bien, sur la côte méditerranéenne, eux, ils chassent au vol, et pourtant, ils trouvent ça plus rigolo, maintenant, depuis quelques années, d'utiliser un appât. Sur le même modèle que les Landais, ça ils prennent une pompe, qui est en fait un appât qui vient probablement du Portugal, si j'ai bien compris l'histoire de la pompe. Donc, il y a des transferts comme ça d'idées, de techniques qui se font. Alors, parfois, c'est pas évident de remonter l'histoire de cette technique-là, mais rien ne dit non plus qu'on ne va pas finir par chasser uniquement les palombes comme ceci. De la même manière que cette année, beaucoup de gens qui chassaient l'alouette est en attente de jugement, donc cette année, les gens qui chassaient l'alouette n'ont pas chassé. Il y a un certain nombre, notamment des jeunes, qui sont postés sur la dune, et comme on a le droit de chasser l'alouette au fusil, ben, ils ont chassé des alouettes au fusil. Donc, est-ce que ça va devenir une pratique endémique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours des réinventions, malgré tout. Une dernière question? Non? Bon. Écoute, Léa, on veut vraiment te remercier. Nous, ce qui nous passionne et ce qui nous intéresse, c'est à quel point tu vas tirer le fil de ces chasses traditionnelles quand on t'a rencontré. C'est vrai qu'on n'avait pas la moindre idée de tous ces éléments, de toutes les relations que tu allais pouvoir trouver. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment intéressant, passionnant, captivant. Enfin, je ne trouve pas tous les adjectifs. Et j'espère que vous avez, vous aussi, trouvé de l'intérêt à ce travail, parce que vraiment, nous qui la côtoyons au quotidien, on se dit, voilà, c'est absolument incroyable tout ce qu'elle arrive, tous les éléments qu'elle arrive à capter
sur notre culture finalement, sur ce qui fait l'identité des Landes de Gascogne aujourd'hui. Jean-Luc, tu veux dire un mot peut-être? Donc oui, bonsoir. Pour compléter, effectivement, ce soir, on a vécu un grand moment de notre histoire, de notre culture, et de vivre cela au sein du pavillon du parc naturel régional de Landes de Gascogne, je crois que c'est encore un symbole significatif. Et c'est vrai, Léa, on la côtoie tous les jours dans son bureau au milieu de ses bouquins, et on se demande comment elle fait. Le nombre de questions ce soir qui lui ont été posées témoigne de l'intérêt. On ne se lasse pas de t'écouter. Quelque part, c'est vrai que c'est toujours aussi passionnant. Où que tu sois, sur n'importe quel sujet, mais c'est toujours aussi passionnant de t'écouter parce que c'est pour nous révélateur de notre culture, de notre patrimoine, et c'est très important pour nous. Alors, j'en profite bien sûr pour remercier le président du parc naturel régional de Landes de Gascogne et toute l'équipe, bien entendu, de nous accueillir ici à ce salle. Je crois que c'est une première et j'espère que ça ne sera pas une dernière. Voilà, parce que vraiment, on a pris plaisir ce soir à se remémorer notre histoire finalement, notre patrimoine culturel auquel nous tenons tous. C'est notre ADN et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Voilà. Merci à toutes et à tous. L'intégralité de la conférence a été filmée, elle va être disponible sur les réseaux, vous pourrez la faire tourner. Et petite information quand même, si vous voulez réentendre Léa, il y a le 6 avril prochain aura lieu l'Assemblée Générale de la Fédération. Les chasseurs seront conviés et Léa fera encore une nouvelle intervention sur un sujet un petit peu différent. Je vous remercie.